La clé, c'est d'être capable de faire son autocritique. Okay. Je pense que si tout de suite tu es dans le reproche à l'autre, c'est compliqué. Si tu montres à l'autre que tu sais que tu es un peu ou beaucoup responsable aussi, ben ça aide. Salut Philippe. Salut. Tu vas bien? Et toi? Impec. Ben, merci déjà de nous accueillir chez Team One à Toulouse, dans tes locaux. Avec plaisir. Bon, on sent qu'il y a l'esprit rugby qui est présent quand même, donc c'est cool. Avant de parler du côté entrepreneuriat et toutes tes activités, j'aimerais bien qu'on parle de ton parcours à la base et ton parcours sportif. Et comme on en parlait tout à l'heure, pour la petite anecdote, tu as joué à Carcassonne et Oui. moi je suis de Carca, Ouais. donc l'anecdote est assez marrante et j'aimerais en parler. Ben écoute, alors le parcours sportif assez classique parce que j'ai commencé en jeune au stade avec le pôle espoir. Et puis ensuite, en jeune, je suis parti à Castres, à Colomiers. Je suis revenu à Toulouse en Réchelle. Okay. Et je me suis blessé à ce moment-là au croisé. J'ai eu une année un peu galère parce que j'ai eu une infection après l'opération, etc. Donc j'ai eu quasiment une saison en l'air. Ouais. Et puis je suis revenu pour la première saison espoir. On s'est éclaté avec cette génération-là. Avec, Quelle génération déjà? Alors moi je suis 85, mais je jouais plutôt avec la génération 86, même 87. Okay. Parce qu'il y avait vraiment des plus jeunes qui avaient beaucoup de talent. Il y avait Johan Huget, il y avait Max Mermoz, Max Médard. Il y avait une très très belle équipe, Julien Reynaud, Marc Giraud. Et une ambiance de dingue. C'est un de mes plus grands souvenirs sportifs et humains parce que la plupart de mes meilleurs amis, je les ai croisés là. Et puis bien sûr, en fil rouge, Greg Lambollet, Vincent Clerc, ouais, dont on reparlera pour l'aventure entrepreneuriale. Voilà, donc cette année-là, à Toulouse, génial. On perd en demi-finale bêtement. Et puis moi, après, je décide de partir à Narbonne pour tenter l'aventure du rugby pro. Donc là, tu étais en espoir à Toulouse? J'étais en espoir. Ouais, okay. À Narbonne, ça le fait pas. Je fais pas un bon début de saison. Il y avait des super joueurs à mon poste, donc saison compliquée. Je trouve pas ma place. Et puis je me posais la question de savoir si je continuais ou si j'arrêtais carrément. Et puis Christian Labitte, qui était un copain, me propose le projet de Carca. Ouais. Et je pars avec 4 autres Narbonnais à Carca, en Fédéral 1 à l'époque, avec le projet de monter en Pro D2, l'ambition de monter en Pro D2. Et honnêtement, j'ai fini sur une super note, parce que je dis fini, après je suis allé faire quelques mois à Castelnaudary, dont mon père était président. Ouais. Mais vraiment, sportivement, le vrai projet sportif, quasiment professionnel, qui a été mon dernier, c'est celui-ci. Et j'en garde un très très bon souvenir. Ouais. Et tu as commencé à quel âge? Et le fait d'être issu de la famille Spanghero, est-ce que c'est un truc qui t'a poussé à faire du rugby ou c'était naturel et on t'a mis parce que voilà, la famille l'avait fait? J'ai commencé à 5 ans, je me suis beaucoup posé la question. J'ai pas senti de pression, mon père m'a poussé même à faire plein d'autres sports. J'ai fait du tennis, un peu de foot, un peu de basket, mais je suis revenu toujours au rugby parce que mes copains étaient là. Je me suis souvent posé la question de savoir si vraiment... je pense qu'inconsciemment, je m'étais mis une responsabilité par rapport au nom, à l'histoire familiale et tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était mon sport. Voilà. Bien sûr. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Au début, quand tout ça s'est arrêté, j'ai eu quelques regrets parce que c'est vrai que quand tu es dans la filière Pôle Espoir, sélection jeune, j'ai fait la première sélection en équipe de France moins de 18 ans. Qu'après, tu vas jusqu'en espoir au stade et tu touches du doigt quand même le très très haut niveau là. Parce qu'il y avait quand même un paquet de joueurs avec nous qui faisaient la navette espoir première tous les week-ends. Moi, je me souviendrai toute ma vie d'un match qu'on va jouer à Auch. Auch était très costaud, ils sont champions de France cette année-là. Okay. En espoir. Ouais. Et je descends du bus dans les premiers, je vois les mecs qui descendent de notre bus et je me dis putain, mais tu joues avec ces mecs-là. Il y avait Gareth Thomas, il y avait Xavier Garbajosa, il y avait Benoît Babi. Il y avait William Servat qui revenait d'une grosse blessure au cervical. Et qui repartait en espoir. Il ne savait pas s'il pouvait rejouer au talon, donc il jouait numéro 8 avec nous. Okay. Et puis après, il y avait toute la génération qui jouait régulièrement en espoir, Virgile Lacombe, Johan Huget, Max Médard, Max Mermoz. Donc c'était incroyable. Trop bien. Et du coup, quand tu arrêtes, tu dis que tu as un peu de regret d'arrêter, mais après tu te lances de suite sur l'entrepreneuriat, donc tu bascules vite. J'ai basculé tout de suite. Okay. Et en plus, il s'est passé un truc qui fait que la vie est bien faite. Complètement par hasard, j'étais copain depuis très longtemps avec Guillaume Garrigue de Canal, qui était étudiant à Toulouse. D'accord. Et il travaillait chez Europe 1 et c'était l'époque du projet des radios numériques.
et les grosses radios avaient créé leur radio numérique et Europe 1 avait créé Europe 1 Sport. Et un jour, Guillaume m'appelle, me dit, écoute, on n'a pas d'argent, mais par contre, si tu veux te faire un week-end et venir me voir à Paris, j'ai besoin de quelqu'un pour commenter les matchs, je pense que ce serait top avec toi. Trop bien. Ben, je lui dis, écoute, je viens commenter un match avec toi, et au bout de 2 ou 3 week-ends, ça se passe bien, et les gens d'Europe 1 me disent, on a besoin de quelqu'un sur Europe. Il y avait une grosse tranche rugby le samedi après-midi. Au bout de 3 semaines, un mois, je me retrouve à commenter sur Europe 1 avec Alexandre Ruiz tous les week-ends. C'était les matchs quoi, de top 14? Ouais, Ok. mais j'ai tout fait, top 14, équipe de France, et je faisais tout. Et donc c'était surréaliste pour moi, j'avais même pas 25 ans, je venais d'arrêter le rugby, je me retrouvais dans Ouais. une des plus grosses radios de France. Et donc du coup, comme c'était le week-end, j'étais sur les stades, T'as gardé ce lien? j'ai pas eu le manque en fait, et ça m'a permis de bien vivre la transition. Voilà. Ok, trop bien. Du coup, Team One, tu es associé avec Vincent Clerc et Grégory Lambollet. Ouais. À la base, ce lien avec ces deux joueurs, c'est des amis? Ouais, c'est des amis ça va faire 20 ans. Ok. Donc on s'est croisés à Toulouse. On n'a pas joué ensemble, mais on avait Ouais. des amis communs, donc on est devenus amis assez vite. Et puis on s'est toujours suivis. Et puis quand moi j'ai arrêté, on nous a proposé au départ, on s'est associé avec un groupe qui m'a proposé de créer une branche dédiée au sport, dans le marketing sportif. On s'est associé avec eux, Greg et Vincent m'ont dit, ben nous, ça nous intéresse pour préparer la reconversion. Bien sûr. Et puis, ben, on est parti. Au bout de 2 ans, on s'est séparés de nos associés historiques parce qu'on avait des écarts de vision sur la façon dont on voulait s'orienter. Vous étiez combien au début? Pardon? Au début, vous étiez combien? Ben, on avait un groupe associé avec nous et Greg, Vincent et moi. D'accord. Et puis on est reparti tout seul. Ouais. Et on a fait un long bout de chemin, on s'est éclaté avec Team One. Et puis après, le Covid est arrivé. Au moment du Covid, Vincent est parti dans son projet McDo. Ouais. Greg est parti dans son projet de diagnostic immobilier. D'accord. Donc ils sont restés associés symboliquement. On a notre lieu événementiel ensemble, l'appart. Ouais. Et voilà. Ma plus belle réussite, c'est qu'on ne s'est jamais fâché. C'était un peu ma crainte quand tu as Ouais. des amis aussi proches et que tu mets au milieu un peu le business, Bien etc. sûr. C'est pas facile. Mais voilà, on a survécu à ça Trop bien. et c'est chouette, voilà. Et donc Team One, c'est en termes de service, c'est quoi? C'est de l'événementiel, j'ai vu. Ouais, alors Team One, historiquement, voilà, ça a beaucoup évolué avec le temps. Ouais. Et puis là, il y a une vraie transition qui s'opère pour moi. Mais Team One, pendant 15 ans, le postulat, c'était d'amener le monde du sport au service de l'entreprise Ouais. par plusieurs biais. D'abord, les interventions de sportifs dans les entreprises pour parler des parallèles sport-entreprise. Ensuite, pour sensibiliser les entreprises sur l'intérêt de s'associer au sport en communication, Ok. en activation, en relations publiques. Donc, relations publiques autour des matchs, relations publiques avec des sportifs pour les clients. Donc là, tu faisais intervenir, tu avais un pool d'athlètes que tu faisais intervenir et Ouais, qui parlaient? on a travaillé avec toutes les grandes personnalités du Ouais. sport. Et puis après, en conseil, on suivait toutes les activations, l'événementiel. Et donc, on a été jusqu'à 21 salariés. Donc, on Ah avait oui. beaucoup de projets. Ouais. On a créé des événements sportifs aussi, des T'as des concepts de A à exemples Z. d'événements sportifs? Ben, on a créé un événement à Hong Kong Ouais. qui s'appelait la Natixis Cup, où on a fait Ok. venir des équipes pour jouer tous les ans à Hong Kong. On a créé un concept qui s'appelait la Defi Run à Paris, enfin un peu partout en France avec Assu 2000. Ouais. On a créé pas mal de, je les ai pas tous en tête, mais oui, on a fait beaucoup de choses. Et je me suis éclaté dans cette aventure pendant quelques années. Ouais. Ok. Et là, du coup, maintenant, tu te concentres plus sur quoi? Vu que vous avez moins de salariés, vous avez diminué un petit Là, on peu a moins de les salariés effectifs? parce qu'en fait, quand Greg et Vincent sont partis dans leur projet, moi, je me suis retrouvé un peu seul commercialement. Et donc, moi, j'ai d'autres activités à Ouais, côté à on va titre voir. personnel en conseil. Et donc, petit à petit, je voulais être sûr de pouvoir tout piloter. Donc, aujourd'hui, on se focalise surtout sur l'animation de notre lieu événementiel, Ouais. l'animation de notre club d'entreprise autour de ça et de notre fonds de dotation. Parce qu'on a beaucoup d'actions caritatives Ouais. tout au long de l'année. On a encore une petite activité conseil où on a quelques clients qu'on suit en conseil et en activation dans le sport. Et puis une petite activité voyage mais très spécifique où on accompagne la logistique d'équipes sportives pro qui ont des cahiers des charges précis. Mais C'est-à-dire, c'est un voyage. Quand tu dis voyage, c'est les voyages des équipes simple ouais, lors de la saison. quand ils se déplacent, ok. Ouais, Donc les restos, les hôtels, ouais, de A à Z. voilà. Ok. Ouais, c'est vraiment événementiel ça. Mm. Ok. Donc oui, commercialement, pour développer ce business, etc., le réseau, c'est quoi? T'as fait beaucoup de bouche à oreille, t'as mis quelle stratégie en place?
Quelle stratégie en place au départ? On s'est servi de nos réseaux respectifs. Ouais, Donc c'est aussi pour ça que Greg et Vincent étaient venus dans l'aventure pour faire fructifier leur réseau de joueurs du Stade Toulousain. Donc le réseau a grossi comme ça. Et puis dans une démarche proactive commerciale aussi, on est allé chercher tous les gens plus ou moins proches de l'univers du rugby, qui avaient une sensibilité avec le rugby, qui n'étaient pas forcément sponsors du rugby ou de club, ouais, ok. mais des dirigeants d'entreprise qui avaient une fibre. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte quand même que le rugby a ça de particulier, c'est Hmm, cette capacité à attirer les chefs d'entreprise. Et donc ça a été un levier hyper important pour nous. trop bien. Tu as parlé des actions RSE. Pourquoi tu es parti sur ce style d'action? Qu'est-ce qu'il y avait au fond de toi qui t'animait pour remettre ça en place, hein? Ça a été au fil du temps en fait qu'on a voulu structurer, enfin que j'ai voulu vraiment structurer notre politique RSE et notre impact. Ouais, Parce que ce soit Vincent, Greg ou moi, on a tous une sensibilité là-dessus. On était très sollicités par des causes ok. qui nous demandaient de les aider, soit par des dons de maillots, soit par un peu d'argent, soit par du soutien. Et on le faisait. Ouais, Mais en fait, je trouvais ça hyper anarchique. En fait, on manquait d'impact. Et moi, j'ai découvert un peu les fonds de dotation oui, à travers les clubs de rugby pour lesquels on était régie commerciale. Les clubs commençaient à structurer leurs fonds de dotation, puisque ok. cette politique RSE, elle est arrivée dans le sport aussi. Hmm, Donc moi, j'étais sur le volet commercial, mais je voyais à côté la dimension mécénat arriver. ouais, Donc ça m'a vachement intéressé de voir comment les deux cohabitaient. Et j'ai creusé le sujet, j'ai fait une formation avec l'AFF, l'Association française du fundraising, pour voir comment aller plus loin sur ces stratégies de collecte, etc. Et on a créé notre fonds de dotation, Team One Solidaire. ok. On a greffé notre réseau de clients principaux, des membres de notre club, qui ont une vraie fibre aussi de sociétal, d'impact sociétal. Ok. Et on est parti comme ça. Et en fait, au fil de l'eau, ça a grossi. Et c'est vrai que notre fonds de dotation, Team One Solidaire, il a joué son rôle parce que ça a été le véhicule qui nous a permis d'agréger un peu toutes les bonnes énergies. Ok. Et plutôt que d'être anarchique, d'aider une cause à droite, une cause à gauche, là, on a structuré un budget, on a ciblé des actions et on fait beaucoup de choses. Et honnêtement, c'est super gratifiant Ouais, de oui. se dire que tout au long de l'année, on aide des gens qui en ont besoin et surtout, on est au soutien de gens qui mettent beaucoup d'énergie pour structurer des beaux projets, quoi. Du coup, j'ai deux questions. Comment tu structures un fonds de dotation et les financements, comment tu vas aller chercher? Ben, comment tu structures un fonds de dotation? C'est un véhicule propre, juridique. Ouais, C'est un peu une fondation allégée. ok. Donc, il faut des statuts, il faut un bureau d'origine, enfin, des membres fondateurs. Il faut déposer ça en préfecture. Il faut justifier de l'intérêt général, Ok. forcément. Et ensuite, on va chercher des mécènes. On leur explique notre vision, on leur dit ce qu'on veut faire sur le terrain. On essaie de les embarquer avec nous dans notre vision à nous, RSE, mais très opérationnelle. Et c'est vrai qu'on se rend compte que notre discours plaît à pas mal d'entreprises, puisque à ce jour, on a une trentaine de mécènes annuels qui nous suivent depuis plusieurs années maintenant. On n'a quasiment aucun turnover. C'est Et je- c'est je- des chefs d'entreprise, ouais, les mécènes, tous? c'est des entreprises. Ok. Ouais. Et donc, je leur répète souvent, mais parce que des fois, ils sont loin du quotidien, donc ils ne se rendent peut-être pas compte. Moi, je le vis au quotidien, quasiment ce rapport aux associations qu'on soutient. Mais à chaque fois que je les vois, je leur dis, voilà, sachez que grâce à vous, on fait ça, grâce à vous, on fait ça. Et qu'ils voient C'est tout ce qui se passe. valorisant, ouais. Ouais. Et tu as des exemples d'actions dont tu es le plus fier, que tu as mis en place ces dernières années? Honnêtement, il y en a beaucoup. Notre minibus, ça j'ai trouvé que c'était une super idée. On a acheté un minibus avec le fonds de dotation, qu'on met gratuitement à disposition d'Asso tout au long de l'année. Ok. Donc ça par exemple c'est une belle preuve d'impact, parce qu'aujourd'hui on a acheté ce minibus, Ouais. mais en impact sur le terrain, en valorisation d'argent, de ce qu'on fait économiser aux assos qui n'ont pas forcément les moyens de payer ce type de déplacement, ça équivaut à quasiment 25 000 euros. Voilà, ça a du sens. Et typiquement, le fonds de dotation permet ça. C'est-à-dire, plutôt que d'aller payer un déplacement à droite, un déplacement à gauche à Ouais. une asso, Ok. ben là, on dit voilà, on prend l'initiative, on achète un véhicule, on l'offre, et là, on démultiplie notre impact. Et en fait, il y a plein de choses à creuser comme ça. Donc, je suis fier de ça. Je suis fier du soutien qu'on a auprès des Rubis depuis plusieurs années. Rubies, c'est quoi Rubis, déjà? c'est une association qui travaille sur la façon d'amener le sport. Alors au départ c'était pour les femmes en chimiothérapie, Ok. maintenant il y a des garçons aussi,
parce que le sport permet de mieux vivre les traitements, de mieux accepter physiquement les traitements. Et donc, c'est à base de rugby. Et donc, aujourd'hui, il y a peut-être une vingtaine de sections en France qui se sont développées, donc c'est génial. Et puis, on a en fil rouge plusieurs actions qu'on soutient de façon régulière, l'école des tremplins du sport, la maison du sport au féminin, enfin voilà, donc je suis assez fier parce que c'est très éclectique, Ouais. mais tous les ans on va un peu plus loin et tous les ans on a un peu plus d'impact et je trouve ça chouette. Et donc vous avez votre fonds de dotation. Est-ce que vous le structurez aussi pour d'autres clubs, d'autres entreprises? Alors Est-ce que tu as cette mission-là aussi de conseil? aujourd'hui, dans mon activité de conseil, mais là je le fais plutôt à titre bénévole, j'ai accompagné Nico et Luka Karabatic dans la création de leur fonds de dotation. D'accord. Et je vais travailler avec eux sur le développement de leur projet. Ouais. Et ça me touchait aussi beaucoup parce que d'abord, c'est des belles personnes qui sont animées par des valeurs très fortes. Et deuxièmement, je trouve que c'est important parce que Nico et Luka ont une image qui fait qu'ils sont légitimes et ils peuvent ouvrir un peu l'esprit à tout un tas de sportifs qui ne savent pas bien comment ils peuvent utiliser cet impact médiatique. Et là, par ce qu'on va faire, je pense qu'on va éveiller un peu les consciences et montrer à des sportifs qu'on peut avoir envie d'aider et soutenir de façon ponctuelle des causes, mais on peut aussi décider de ce qu'on a envie de faire en termes d'impact et organiser sa propre structuration. Mais ils ont un vrai pouvoir d'influence, les sportifs, surtout eux. C'est devenu des médias eux tout seuls. Ouais, clairement. Donc c'est un vrai débat d'ailleurs parce que on parle souvent de la place des sportifs dans les débats de société. Oui. Est-ce qu'il faut qu'ils s'impliquent sur le débat politique? Est-ce qu'il faut qu'ils s'impliquent sur le débat social et sociétal? Et honnêtement, elle est légitime cette question parce que aujourd'hui, un sportif peut être suivi par 1 million, 2 millions de personnes. Donc je le répète, ils ont une communauté très forte et on attend d'eux aussi qu'ils soient des citoyens. Et donc, on attend qu'ils donnent des réponses ou leurs réponses à eux. Avis, etc. Et donc, c'est un sujet très ambigu en ce moment, très compliqué à aborder. Mais oui, les grands sportifs, avec les réseaux sociaux, ont une caisse de résonance monstrueuse. Et ouais, le problème, c'est qu'ils peuvent se faire critiquer en fonction de leur avis. Mais si ils donnent des avis positifs pour la société, etc., ça a que du plus et c'est bénéfique à tout le monde. C'est ça. Est-ce que tu as eu des moments chez Team One où ça a été un peu compliqué? Oui. Des parcours, des obstacles? Oui, Ouais. beaucoup. T'as un exemple d'un truc qui t'a marqué et qui a été compliqué à passer? Beaucoup d'erreurs. Ouais. Ben, je pense que toutes les erreurs qu'il y avait à faire, je les ai faites. Ok. D'abord, la première erreur, ça a été de vouloir grossir trop vite. Ouais. J'ai pas vu qu'il y avait quand même des étapes à respecter en termes de structuration. Je l'ai pas vu assez vite. Est-ce que c'était parce que tu étais jeune ou parce que tu as voulu aller trop vite parce que Les deux. Ouais. La jeunesse et le fait de vouloir aller trop vite et puis trop optimiste. Je me disais, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ok. À part que j'avais pas tout baqué en amont pour que ça se passe bien aussi. Et donc l'événementiel, c'est des métiers très chronophages. Donc oui, on est allé sur des modèles où on a essayé de créer de la valeur avec des concepts, mais où les modèles économiques étaient bancals, où on a perdu de l'argent, où ça a pu mettre l'entreprise parfois en difficulté parce que il fallait sur les autres activités assumer ça. Donc oui, on a fait des erreurs, notamment justement sur la façon de bien structurer les modèles économiques de nos événements propres. Après, sur le reste, on était plutôt en maîtrise sur l'événementiel, les régies publicitaires. Ouais. Mais moi, je trouvais que pour créer vraiment de la valeur et se différencier, il fallait créer des concepts. Et ça, au moment où on l'a fait, on était encore un peu fragile. Parce que parce qu'on partait tout de suite sur des gros événements. C'est-à-dire que les événements sur lesquels on... Oui, puis tout de A à Z? Oui, et puis les événements sur lesquels on partait, c'était des engagements financiers à 150, 200, 300 000 euros. Donc si ça ne se passe pas comme tu le prévois, ça te met en difficulté sur le reste. Donc ça, c'est des erreurs que j'ai faites. Ouais. Et puis après, il y en a eu aussi pas mal en management. Parce que tu me disais au début, vous étiez 20. On a été jusqu'à 20. C'était quoi? Vous aviez des chefs de projet? Ouais, beaucoup de chefs de projet surtout. On était 14 à Toulouse et 7 à Paris. Ok, parce que vous aviez pas mal d'événements à Paris aussi. On avait une agence à Paris. Ah, c'est ok, carrément. Ouais. Donc voilà, donc après, ce qu'on dit tout le temps, c'est bateau, mais c'est tellement vrai. J'ai payé pour voir, quoi. C'est le prix de l'apprentissage.
Je pense que obligé de passer par là, de toute façon. tu es obligé, le vrai sujet, et ça le sport te l'amène quand même, c'est être honnête dans l'analyse. Tu vois, il faut quand même Sur le savoir bilan, se challenger. ouais. Tu peux pas toujours dire, ouais, mais là, c'est pas de cul. Là, C'est ça aurait pu la se faute, passer hein, comme ouais. ça. À un moment, quand même, il faut dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai mal fait? Et après, tu regardes à l'extérieur. Mais le réflexe de se dire, qu'est-ce que moi j'ai mal fait? D'abord, tu progresses plus vite parce que tu fais les bons constats. Et ça, j'ai su le faire, je pense. Voilà, donc je ne suis pas à l'abri de recommettre de nouvelles erreurs. Mais en tous les cas, j'ai travaillé sur celles qui ont été faites par le passé. Ouais. Ok, intéressant. Top. Je voulais qu'on parle aussi de l'appart, Mm. donc le lieu que tu as créé à Toulouse. Ouais. Ça fait combien de temps? À quoi ça sert? Et dans quel but tu as fait ça? Ça fait 7 ans. Ça fait Ok. partie de mes lubies. Alors ça, je suis fier de ça. Ok. Parce que autant j'ai eu des idées qui étaient parfois un peu farfelues aux yeux de mes associés. Celle-là, au début, elle était complètement farfelue aux yeux de mes associés. Et Pourquoi? en fait, le constat, il était simple, c'était de dire, comme je disais tout à l'heure pour les événements sportifs, mais on fait des métiers compliqués en termes de création de valeur. On ne Oui. crée pas de richesse. Pour se différencier des autres, c'est compliqué. Toutes les agences ont des bons chefs de projet, Ouais. toutes les agences ont des créatifs. Et je me disais, ok, le réseau, ça va bien 2 minutes, mais à un moment donné, c'est quoi notre différenciation? Et en fait, je voulais essayer d'avoir des fondations un peu solides à l'agence avec D'accord. de l'actif d'entreprise. Et donc, on avait fait un premier projet de bureau qui nous avait permis d'avoir un peu d'immobilier autour et de sécuriser un peu le modèle. Et là, je me suis dit, mais toutes les semaines, des clients nous demandent de leur organiser des séminaires dans des hôtels, etc. Autant faire notre lieu, Clairement. original, à notre image. Et autour de ça, on va greffer un club de dirigeants qui ont la fibre sportive, qui nous suivent depuis longtemps, qui sont devenus quasiment des copains, qui savent comment on travaille, quelles sont nos valeurs. Et l'idée, c'est de les fédérer autour de belles personnalités, dans un truc de bonnes énergies, où on se nourrit les uns des autres, pas un club business où Ok. où on s'agresse commercialement. Et quand j'ai présenté ça à mes associés, ils m'ont dit, franchement, Philippe, à Toulouse, il y a des clubs partout. Ouais. Notre club, il n'aura rien de plus. Mais je dis, si, il aura de plus que c'est nous. Et que je pense qu'on a eu la chance d'avoir structuré un réseau de clients qui aiment la relation avec nous. Et moi, j'aime la relation avec eux, donc voilà. Et puis finalement, j'ai sondé un client, 2 clients, 3 clients. Ils m'ont dit, ouais, c'est top, on vient. Et donc, ils se sont appropriés le lieu. Ok. Et donc, le lieu, il abrite à la fois notre club tout au long de l'année pour les événements qu'on fait. Donc ça, vous vous rencontrez régulièrement? Voilà. Ouais. Et c'est un lieu événementiel Ok. qu'on ouvre au Du coup, public. vous vendez un prestat. Voilà. Ok. Et honnêtement, depuis 7 ans, on fait en moyenne, bon, bien sûr, hors période Covid, mais en moyenne 80-90 événements par an. Ah, Donc c'est énorme. beaucoup. Ah oui. C'est beaucoup. Et il y a au moins 5000 personnes par an qui passent chez nous. Donc Ça, incroyable. c'est chouette. C'est placé où? C'est rue de Metz. D'accord. Et après, les infos, on les a sur le site. Il y a tout sur le site. Ouais, l'appart. L'appart. Voilà. Trop bien. Je me suis pas embêté. Le lieu s'appelle l'appart, le club s'appelle le club. Ouais, ça va. T'as fait simple. J'ai fait simple. Trop cool. J'ai vu aussi, on a parlé tout à l'heure un peu en amont, ton rôle par rapport au Stade Toulousain avec les partenariats. J'ai vu que tu étais conseiller chez Fiducial, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, donc en 2017, j'ai commencé à travailler avec le groupe Fiducial Ok. pour essayer de structurer un peu mieux la relation du groupe avec le Stade Toulousain. Et donc, j'ai été mandaté par le fondateur de Fiducial, Monsieur Latouche, pour représenter le groupe au conseil de surveillance. On est 2, il y a 2 sièges. Et donc, j'ai un des 2 sièges pour le groupe. Et ensuite, pour essayer de renforcer les liens sur la façon d'activer au mieux le partenariat en lien avec le club dans la négo des activations et le service com de Fiducial. Ok. Ça, c'est ma première mission pour le groupe. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je siège au conseil de surveillance du club. Et à côté de ça, pour le groupe, j'ai une mission aussi de conseil pour Sud Radio, puisque Fiducial a racheté Sud Radio au milieu des années 2010. Et donc, il y avait un sujet sur la façon d'exploiter le rugby à la radio. Ok. Donc, M. Latouche m'avait demandé aussi de regarder ça et de lui faire un petit audit. Et donc, quand je lui ai présenté l'audit, il m'a dit je vous détache aussi une mission là-dessus pour travailler sur le rugby. Assez vite, j'ai refait de l'antenne, puisque j'avais fait Europe 1 au début, comme je te le disais tout à l'heure. Et puis, quand Europe 1 a arrêté le rugby, je suis passé sur RTL. J'avais beaucoup aimé la radio. Ouais.
Et donc là, naturellement, quand j'ai commencé à bosser pour Sud en conseil, j'ai refait de l'antenne. Voilà. Trop bien. Et du coup, la radio, c'est régulier, la fréquence, tu fais ça souvent? Ah oui, oui, je fais ça toutes les semaines. Ouais, Et c'est quoi, t'animes une émission, moi, le une vendredi thématique? soir, j'interviens sur le début du week-end où on fait un peu le point sur les infos de la semaine et le week-end qui va C'est suivre. que sport? C'est Ou c'est que... généraliste quand même? Non, c'est que sport, moi. Ok, que Moi, c'est sport, que sport et que rugby et surtout. que rugby, ouais. Le samedi, on a une super émission, ça s'appelle Au cœur de la mêlée, avec François Trio, Johan Huget, Alex Priam et des invités des matchs de l'après-midi, Ok. on revient sur tous les matchs de l'après-midi et on parle un peu du match du soir. Ouais. Et ensuite, le lundi soir, on a une émission qui s'appelle Les vraies voix du rugby, avec François Trio et Johan Huget aussi. Et là, à chaque fois, on a un gros invité qui a été un acteur du week-end précédent, soit un joueur, soit un manager. Et puis des auditeurs au téléphone. On a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, donc ça c'est chouette. Et on a ça tous les lundis. Honnêtement, je m'éclate parce que bon, d'abord, tous les membres de l'équipe sont des potes. Parce qu'il y a aussi Julien Thomas, il y a David Gérard. Donc on est tous des potes. Et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire personne n'est gris. On cherche à faire la promotion du rugby vraiment. Ok. Et pas à faire du buzz. Et j'oublie bien sûr Daniel Herrero qui est notre figure emblématique. Mais qui n'est pas trop au quotidien avec nous. Lui, on le sort du chapeau pour les grands Ouais. événements. Aussi. Et donc il fait les gros matchs de Coupe d'Europe, enfin de Champions Cup et tous les matchs de l'équipe de France. Trop bien. Voilà. Trop bien. D'ailleurs, je vois ton livre sur la table, je ne le savais pas. Donc, tu as écrit ce livre Au cœur de l'Ovalie. Est-ce que tu Ouais. peux me dire un peu ce que c'est? J'ai vu qu'il y avait pas mal d'expressions que tu expliquais ensuite, hein. Ouais, ça c'est une belle aventure alors C'est récent, ça? qui m'est tombé dessus complètement par hasard. Alors c'est récent, ouais, c'est sorti il y a un an maintenant. Ok. Donc ça c'est un travail qui a commencé il y a presque 2 ans et c'est sorti à l'occasion de la Coupe du Monde et c'est très chouette parce que bon, d'abord c'était avec le Robert, donc écrire la première fois avec les éditions Le Robert c'est quand même un luxe. Comment ça Parce se que passe ça quand tu écris? Excuse-moi. Quand tu fais un livre comme ça, tu les contactes, vous travaillez Non, on ensemble? l'a pas du tout. En fait, ça s'est fait par l'intermédiaire de Michel Denisot, qui est un ami, D'accord. qui m'appelle un jour et qui me dit, voilà, tiens, tu vas écrire un bouquin. Et comme il déconne tout le temps, je pensais qu'il Tu le prenais pas au déconnait. sérieux, ouais. Et il me dit, non, mais là, je rigole pas. Je travaille Trop bien. avec le Robert. Ils vont t'appeler de ma part pour un projet sur le rugby. Et donc, quand le Robert m'a appelé, je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, je me sens pas légitime pour écrire tout seul. Mais moi, c'est l'aventure collective qui m'intéresse. Donc, laissez-moi choisir une équipe, des personnalités, 15 personnalités du rugby ou d'ailleurs. Parce qu'il y a Nathalie Yanetta, Ouais. il y a Romain Fornel, le chef étoilé en Espagne, qui a joué au Stade Toulousain en jeune. Donc, je suis allé chercher des gens aussi qui ne sont pas forcément rugby. Et donc, je leur ai demandé de prendre un mot qui avait une résonance particulière pour eux. Et donc, ils ont écrit avec moi. Et donc, tout ça est chouette. Cool. Trop cool. Et pour finir sur la partie média, tu animes un podcast, Ouais. Inspiration. Mm. Est-ce que ça te plaît et est-ce que tu retiens des choses de tes rencontres Tout le et... temps. Tout Ouais, le tout le temps. temps. J'adore ça. Honnêtement, ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai qu'en fait, là, je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de sortir du rugby, du sport. J'ai Ok. besoin d'aller plus loin. Et c'est vrai que ben, je suis très estampillé sport et Oui, rugby quand même. Parce clairement. que ben, j'ai à l'antenne tous les week-ends pour le rugby, le livre sur le rugby. Oui, plus historique, hein. Et donc finalement, là, avec Miley Media, qui est la chaîne de podcast, ils m'ont offert un territoire d'expression plus large. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les belles histoires en fait. D'accord. Et je trouve que dans le schéma médiatique qu'on connaît actuellement, avec l'importance des réseaux sociaux, etc., ben, c'est les mauvaises nouvelles qui émergent. Parce Clairement. que on retient plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, on rentre dans un schéma de pensée, on se met dans un mood très négatif en voyant toutes ces mauvaises nouvelles. Et on voit même plus ce qui autour de nous pourrait nous rendre un peu optimistes. Et donc, ma volonté, c'est ça en fait, c'est de dire, il y a plein de belles histoires. Essayons de forcer notre cerveau à, Retenir le positif, ouais. à retenir un peu de positif. Et donc, je vais chercher des univers hyper éclectiques, des parcours de vie originaux, des gens qui ont des beaux messages. Et c'est très large. Ça va de l'ancien patron de la négo du GIGN à la chanteuse Rose, à Nico Karabatic, à l'ancien procureur général de Paris. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Et il y a des anecdotes qui t'ont marqué plus que d'autres, si tu devais en sortir une, par rapport à tes Il y en a interventions? beaucoup. L'échange avec Rose m'a pas mal marqué. Ouais,
tu m'en sur parlais. la dimension spirituelle, sur la façon dont elle s'est reconstruite parce que elle a été très très mal à un moment de sa vie. Une anecdote de dingue avec Bernard Tellier qui me raconte une prise d'otage d'un père sur ses enfants et la façon dont il pensait que ça se passait au départ. Et en fait, à la fin, ben, on se rend compte que le père n'est pas coupable, c'est une victime. Une histoire horrible. En fait, en tuant ses enfants, il voulait les sauver. Donc voilà, c'est une très très belle morale de l'histoire Bien parce sûr. que en fait, il faut quand même creuser quand on nous présente une situation et elle est peut-être pas celle qu'on croit. Des échanges aussi hyper profonds avec Philippe Bilger, l'ancien procureur général de Paris, Nelson Montfort, Frédéric Tadei. Et en fait, moi, je me nourris vachement parce que ça m'amène loin. Donc, j'aime beaucoup ça, ouais. Et j'espère continuer. Alors, le podcast, ailleurs, j'en sais rien, mais j'aimerais continuer à porter des messages positifs parce qu'on en a besoin. Donc, c'est Bien aussi sûr, ce que j'essaie de faire avec le fonds de dotation. clairement. Voilà. C'est dans la même veine, hein. Ouais. C'est trop inspirant. Trop cool. J'ai deux petites questions, dernière question sur le côté entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous dire la chose dont tu es le plus fier depuis que tu t'es lancé, de début de carrière? Euh, alors, il y a quelque chose qui me rend très fier. C'est globalement la façon dont ça s'est passé avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. Ok. C'est-à-dire que ben, il y a eu des collaborations en tout, entre le turnover qu'il y a eu, etc. J'ai dû avoir presque 40, ouais, même plus, 50 salariés. J'ai eu des collaborations avec peut-être, je sais pas moi, 1000 clients. Et en fait, les relations qui se sont mal terminées, Ouais, je les compte sur les doigts de la main. d'accord. Voilà. Et en fait, ça me rend assez fier. C'est de mettre, qu'on ait été capable de bien se quitter avec les gens. Je trouve ça hyper important. C'est important de savoir bien travailler ensemble. C'est important de savoir se quitter. Globalement, ça, j'ai plutôt réussi à le faire. Et la clé, c'est quoi pour ça? C'est La clé, c'est d'être capable de faire son autocritique. ok. Je pense que si tout de suite tu es dans le reproche à l'autre, c'est compliqué. Après, quand tu as des gens extrêmement de mauvaise foi face à toi, faut pas batailler, Non, c'est pas la peine. t'es fâché. Mais quand même, dans la majeure partie des cas, si tu montres à l'autre que tu sais que tu es un peu ou beaucoup responsable aussi, ben ça aide. Et ça, je pense que j'ai réussi à le faire globalement. Et après, ce qui me rend assez fier, c'est la capacité de rebond. Voilà. D'accord. Te relever, ouais. Ouais, ouais, on a su faire ça, ouais. Ouais. S'adapter. Mm. Trop bien. Autre chose que j'aime bien faire aussi dans mes interviews, si tu avais deux conseils à donner à un entrepreneur, soit qui se lance ou qui est déjà lancé, ce serait quoi? À celui qui se lance de réfléchir à ses vraies motivations. Ce qui l'anime? Ouais, Ouais, ça ouais, c'est c'est important. important. Ouais. Moi, ça, c'est des réflexions que j'ai eues vraiment au fil de l'eau. Ok. Et comme par hasard, quand mes motivations n'étaient pas forcément bonnes, ben, ça n'a pas marché. Ouais. Ça, c'est très important, c'est de savoir vraiment ce qui t'anime et pourquoi tu fais les choses, dans quel Quel but, but, quel qu'est-ce que ça objectif, t'amène à toi personnellement, pas à l'image que ça va renvoyer aux gens de l'extérieur, bien sûr. pas à ton ego. C'est toi, Voilà. vraiment toi. Ouais. Ça, c'est le premier conseil. Vraiment savoir pour- pourquoi tu veux faire ça, en quoi ça te nourrit. Et le deuxième conseil, c'est vraiment la capacité d'analyse des situations. Ça, pour moi, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui va vite. Ouais. Il faut très vite rebondir. Et je crois que c'est pas facile naturellement de se mettre en danger un peu. De se dire comme ça spontanément, ouais, où j'ai merdé moi. Ouais. On a toujours tendance à dire qu'est-ce qui n'a pas marché ailleurs. Et en fait, ça, je crois que c'est une erreur. Parce que du coup, tu mets plus longtemps à te rendre compte de ce que tu peux changer toi. Et du coup, avec le temps qui passe, ben, tu accumules les erreurs. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui parce Ok. que ça fait Non, mais 15 ans c'est intéressant. et parce que toutes les erreurs, je les ai faites. Mais il faut les faire, je pense. Ouais. Trop bien, merci pour ces conseils. Ça, et enfin, pour finir, il y a un truc, et c'est aussi, je la pose aussi cette question, j'aime bien. Où tu te vois dans 5 ans, 10 ans?
Est-ce que tu as une projection, un objectif, ou comme tu dis, au fil de l'eau, tu vas... Bah, tu sais que ça, c'est une question très intéressante, même psychologiquement, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de la puissance de cette question. Parce que souvent, on y réfléchit pas beaucoup. Ouais. C'est-à-dire qu'on répond du tac au tac. Mais ce qui est intéressant pour un entrepreneur, c'est de se dire où je suis dans 5 ans D'avoir la vision. et de s'enfermer pendant quelques heures et de vraiment réfléchir. Parce que ça aide vachement à prendre les bonnes décisions à court terme. Roadmap, ouais, bien sûr. Et souvent, la problématique de l'entrepreneur, c'est la solitude. Tu sais jamais si tu prends la bonne décision, si tu prends pas la bonne décision. Donc il faut quand même essayer d'écouter sa boussole intérieure. Ouais. Et quand tu te poses cette question-là et que tu fais vraiment l'effort de te projeter mentalement, Ouais. ben ça t'apporte plein de réponses aux questions. Donc moi, j'ai quand même pas mal fait ce travail-là. Ouais. Donc dans 5 ans, je me vois toujours un peu entre Toulouse et Paris, parce que j'aime cet équilibre-là. Je sais que ma famille est épanouie ici, mes filles, ma femme. Et moi, je sais que mes activités, malheureusement, ben, elles se développent beaucoup à Paris, parce que c'est là que les choses se passent. Donc toujours dans cet équilibre-là. À parler à des gens des entreprises Ouais. de tout ce que le sport peut leur amener en termes de valeurs, de dynamique collective, essayer de les persuader du bien fondé du discours. Et c'est surtout essayer de continuer à agréger une communauté qui est intéressée par la volonté de défendre l'optimisme. Voilà, de se dire, voilà, moi mon créneau, bien sûr il y a des choses qui vont mal, mais avant ça je regarde ce qui va bien. Et je fais passer des bons messages. C'est pas de la naïveté ou de la candeur. C'est juste dire que tu as deux façons d'aborder la vie. Aujourd'hui, si à la base tu n'es déjà pas foncièrement optimiste, l'environnement t'amène dans le trou. Il y a toute la journée des millions d'informations qui ne te donnent pas envie de croire en l'avenir. Mais je crois que notre devoir, c'est d'essayer de trouver la lumière dans un coin du tunnel. Voilà. Et donc, dans 5 ans, j'espère avoir agrégé une communauté de gens qui, comme moi, se battent chaque jour à son échelle, avec un peu d'énergie pour faire émerger les bonnes nouvelles. Ultra inspirant, trop bien. On n'en a pas parlé d'ailleurs, on en parlait avant le podcast. On peut faire aussi la promo un petit peu de ta marque de vêtements. Ouais, Keeper. Alors Keeper, c'est une belle aventure, ça aussi. En fait, moi, j'essaie sur tous mes projets de greffer du sens. J'ai besoin de me projeter, moi, dans une dimension un peu sociétale. Sociale et sociétale surtout. Parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que je considère être encore jeune, j'ai 39 ans, mais je te disais tout à l'heure, j'ai fêté mes 16 ans de boîte. Donc, ouais, ça fait longtemps. Et donc, je me pose les questions différemment d'il y a quelques années. Et Keeper, en fait, c'est une opportunité qu'on m'a proposé de racheter cette marque des années 80. Et en fait, il y avait un côté un peu affectif pour moi, parce que j'ai 9 ans et demi d'écart avec mon frère. Et donc, lui, c'était sa génération qui portait Keeper. Et donc, c'était sa marque préférée en tant qu'ado, avec sa bande de potes. Et donc, ça m'a rappelé des choses quand on m'a proposé ça. Et j'ai dit, ok, je vous donne une réponse dans quelques jours, mais je vais être sûr de pouvoir fabriquer en France. Je ne savais pas si c'était possible ou pas. J'ai trouvé un atelier à Perpignan qui m'a donné les garanties. Et je me suis dit, allez, on y va. Mais il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit fabriqué là, il faut que... C'est quand même ce qui t'anime, ça. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai été obligé de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'avec le manque de notoriété qu'on a, le 100% français ne marche pas. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc, on a toute une gamme de production française. On met en avant les savoir-faire français, etc. Après, sur le reste de la production, on essaie de travailler Europe, circuit court, matériaux éco-responsables pour rester quand même dans un truc très vertueux. Et aujourd'hui, voilà, les retours sont bons. C'est un business compliqué parce que c'est dans ma temporalité à moi. Normalement, dans nos business, dans tous les business sur lesquels j'interviens, que ce soit le conseil, les salles de sport, puisqu'on a développé aussi des salles de sport en franchise avec Fitness Park. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Ça m'intéresse. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a ouvert une première salle à Castres. C'est la tienne.
C'est la nôtre, enfin, La nôtre, en franchise avec Fitness Park. Oui, mais ok. Là, on a un projet d'une deuxième salle en région bordelaise. Et puis, on s'entend très bien avec la franchise. Donc, l'idée, Trop bien. c'est de développer avec eux. Donc, moi, j'ai un associé opérationnel, très opérationnel là-dessus. Mais c'est pour ça qu'en fait, en management et en vision managériale, j'ai plein d'univers très différents les uns des Ah ben, autres. c'est fou, ouais. C'est-à-dire que la vision de management d'un directeur de salle de sport, c'est pas la même que Non. d'un chef de projet événementiel, c'est pas la même que celle d'un chef de projet textile. Bien Voilà. sûr. Donc, pour revenir à Kepper, c'est des temps longs, Ouais, donc j'ai ça prend du accepté temps. ça. Mais là, ça fait 3 ans et au bout de 3 ans, là, on commence à avoir des De métriques l'attraction. intéressants. On a un point de vente, on a quelques distributeurs, on a un site e-commerce qui commence à bien fonctionner, on a des beaux ambassadeurs, on a des bons retours. Trop bien. Donc les bases sont bonnes et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, là aussi, ça a du sens. En plus, on reverse une partie du chiffre d'affaires des ventes du site e-commerce pour réaliser des rêves d'enfants en fin de vie. Donc régulièrement, tu vas acheter ton t-shirt sur Kepper, tu vas recevoir un mail 2 ou 3 mois après avec une photo d'un petit qui allait réaliser son rêve de fin de vie, parce que c'est quand même pas ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais en tout cas, tu te dis que tu as quand même participé à une bonne action là aussi. C'est trop bien. Et donc voilà. Bravo, ouais. Trop cool. Comment tu arrives à jongler entre toutes ces activités? Ça me fait pas mal quand même. Là, ça fait pas mal, honnêtement. La période est un peu compliquée parce que c'est un peu le goulot d'étranglement là Ouais, où t'as il tout y a qui plein arrive, de ouais. choses qui arrivent. Donc pour l'instant, honnêtement, je pense pas trop mal le gérer. Ouais. Ma femme est moins d'accord avec moi, forcément, parce qu'elle me voit pas Et toi, beaucoup. ouais, ouais. Mais j'essaie quand même de tout concilier. Mais je sais que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir beaucoup de C'est projets. ce qui te fait Euh, avancer, ouais. et en fait, j'ai plus peur de faire des choses très différentes les unes des autres. Parce qu'en fait, des fois, les gens ont du mal à comprendre ça. Ils me disent, mais tu fais tout, on ne comprend plus. Ouais, Je dis, concentre-toi mais en fait, je suis entrepreneur. c'est ça. J'aime ça. Donc, avoir un projet de remonter une marque de fringues, avoir un projet de faire du conseil en entreprise, avoir un projet de création d'un fonds de dotation et d'animation d'un club business, C'est pas tout ça, c'est contradictoire, ça peut l'être, c'est bien des sûr. projets entrepreneuriaux. Bien sûr. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je considère que je suis dans ma ligne. Et après, en effet, il y a le podcast, il y a la radio. Ça, c'est différent. Bien sûr. Mais Mais bon, c'est quand même du temps, quoi. ça m'anime, quoi. Voilà. Trop bien. Philippe, pour finir, deux, trois petites questions un peu plus cool. Est-ce que tu fais du sport? Oui, j'essaie. Tu fais quoi? J'essaie de me maintenir un peu en forme. Donc, j'essaie de faire 2 séances par semaine. Ouais. Une un peu cardio, corde à sauter, renfo, voilà. Et une séance à la salle par semaine Ouais. pour pas trop perdre quand même. C'est quand même important aussi. Voilà, et puis c'est bon pour la tête. Donc pour l'instant, j'arrive à tenir le rythme de 2 séances par semaine. J'aimerais en greffer une troisième. Là, c'est peut-être l'organisation ou le mental qui pêche, mais voilà. Ok, cool. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Un livre qui t'a marqué sur l'entrepreneuriat, peut-être, qui pourrait. Pas trop sur l'entrepreneuriat, plutôt Ouais. sur le développement personnel, les réflexions sur la vie. Ouais, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Ouais. Il y en a un particulièrement qui s'appelle La Formule de Dieu D'accord. de Dos Santos, qui est un best-seller, qui Ouais. est très connu. Celui-là, il m'a pas mal interpellé. Il y en a un autre récemment dans un autre univers complètement, mais qui m'a interrogé quand même aussi. C'est Entre-guerres du général Lecointre. Ouais. Voilà. Mais il y en a eu beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup lire. Tu lis beaucoup? Ouais, j'essaie. Il faut. Ouais. Trop bien. Ouais. Dernière question, Philippe. Si tu devais me conseiller des entrepreneurs que tu aimes bien, que tu kiffes dans la région, tu me conseillerais qui? On a la chance qu'il y en ait beaucoup. Oui. Je pourrais te citer la famille Perrault, originaire de Castelnaudary, connais. qui s'est développée un peu partout dans le sud-ouest, dans l'industrie automobile. Je pourrais te citer Thomas Fantini. Mhm. Je pourrais te citer Eric Espagno, un de mes meilleurs amis, ancien joueur de rugby de Toulon, qui est associé d'une SS2I qui s'appelle Fortil, Ok. qui a un rythme de croissance Voilà. impressionnant. Il est partenaire, non, d'ailleurs, à Toulon? Partenaire de Toulon, Ouais. ouais, parce que leur C'est siège est juste. là-bas. Ouais.
Je pourrais te citer mon père et mon frère, sans être chauvin, mais Ok. qui chacun dans leur registre ont fait des choses assez incroyables. Et puis, encore une fois, sans être chauvin, Greg et Vincent, qui maintenant dans leur univers s'accomplissent dans l'entrepreneuriat. Et honnêtement, je trouve qu'ils font ça bien, quoi. Voilà, donc je trouve ça cool. En fait, on a une belle aventure ensemble. On a toujours notre lieu, mais eux, je les regarde avec plaisir dans leurs nouvelles aventures. Ils sont épanouis. Donc voilà, puis des entrepreneurs, j'en ai croisé vraiment beaucoup. Ouais. Là, tu me prends un peu au dépourvu. Oui, mais déjà, la Si liste est j'avais longue. fait la liste, elle serait longue, Trop bien. mais c'est déjà pas mal. Trop bien. Voilà. Écoute Philippe, merci beaucoup pour cet épisode de Midi Entrepreneur. C'était ultra inspirant et j'aime beaucoup ce que tu fais. Et de toute façon, on se revoit très vite. Avec plaisir. Merci Philippe. Ciao.